Parti pour Kiosque, nous sommes lundi 27 décembre 2021, mes vœux le meilleur à vous tous qui suivez ce magazine Kiosque. L'actualité ce matin est dominée par la tournée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans le Grand Kasaï. Félix Tshisekedi qui était vendredi à Mbuji-Mayi, il est annoncé pour le Sankuru et toutes les autres provinces de l'ancien Grand Kasaï. Voilà. Et puis l'actualité, c'est également l'attaque terroriste à Béni. Il y a eu de morts, des blessés le samedi, le jour de la fête de Noël. L'actualité, c'est également en dehors de nos frontières en Afrique du Sud avec le décès de Desmond Tutu, le panafricaniste prix Nobel de la paix. Nous en parlerons tout au long de ce magazine Kiosque. Voilà, c'est donc parti pour Kiosque. Bonjour, merci de nous suivre. Nous avons deux invités, Pascal Oronje, meilleurs vœux. Meilleurs vœux Gisèle, meilleurs vœux à nos différents téléspectateurs. C'est une occasion aussi, à travers le passage de l'émission Kiosque, de féliciter l'émission qui est consacrée sur CCTV, avec ce joli et beau plateau, local pas changé, la création a changé également, vous êtes maintenant sur le pouvoir. Et je pense que Thierry, à partir d'aujourd'hui, commencera à faire une sélection plus objective. À travers les analyses que les uns et les autres feront sur ce plateau, que les analyses reflètent effectivement la beauté du plateau. Okay. Mais lorsque vous avez un beau plateau comme vous êtes ici, et que vous invitez des gens qui, dans leur point de vue, sont trop prosaïques, je pense que ça va créer une contradiction. Le plateau et les invités, ce ne sera pas bon. Mais sinon, je vous encourage, congratulations, félicitations, et à pouvoir continuer autant. Pour la prise en charge également des agents, ce sera une grande chose. Merci Pascal. Douda a toujours été objectif dans sa sélection. Vous voyez, depuis les débuts. C'est comme ça qu'il mérite nos encouragements déjà. Alors, Mike Gardidiana, meilleurs vœux. Merci madame. Je profite pour saluer également tous les téléspectateurs et fidèles de Kiosque, mais également à mon aîné et ami Pascal Oronje que je retrouve encore après autant d'années. Ok, alors nous commençons avec, en Afrique du Sud, je reste avec vous, Mike Gardi. Il y a Desmond Tutu qui s'en est allé, le panafricaniste, il a lutté contre le terrorisme. Que gardez-vous du combat de Desmond Tutu? Merci pour la question. Je crois que s'il faut garder quelque chose du combat de Desmond Tutu, ça reste cet homme politique à la fois direct, à la fois équilibré, à la fois cru, à la fois très soft. C'est-à-dire, c'est la trempe de cette classe politique de gens qui n'avaient jamais honte de pouvoir dire tout haut ce que les autres pensaient tout bas. Faut dire que Desmond Tutu fait partie de cette dernière race, cette génération de politiques décomplexés, des gens qui n'avaient jamais leur langue en poche quand il fallait défendre les intérêts, non seulement de l'Afrique du Sud, mais quand il fallait parler de l'Afrique. Cette race de politiques qui, sur leur cœur, si on pouvait ouvrir, on pouvait facilement voir la carte de l'Afrique, au-delà de la carte de leur patrie. Et aujourd'hui, c'est une très grande tristesse, parce qu'on perd encore une fois une sagesse. Mais le bonheur, c'est qu'avec Desmond Tutu, je sais, je suis sûr, c'est qu'aujourd'hui, il a autant d'héritiers politiques, et j'espère qu'ils pourront faire comme lui. Ils pourront porter haut cet étendard qui, en tout cas, est resté bien haut depuis Nelson Mandela jusqu'à aujourd'hui. Cet homme qui a continué à servir d'équilibre, c'est vrai, et qui a également pris le relais, conscient du rôle qu'il devrait jouer dans la scène politique sud-africaine. C'est quelqu'un qui a continué à jouer humblement son rôle. Malheureusement, c'est comme on dit, la vie humaine a toujours une fin. Aujourd'hui, il décide de partir. À 90 ans, 90 ans. Moi particulièrement, je crois que je peux dire de lui comme Paul, il a combattu le bon combat et il a gardé la flamme. Alors on peut retrouver les Desmond Tutu en République démocratique du Congo? Desmond Tutu? Ben oui. À part Lumumba, aujourd'hui, dans le Congo actuel? Bon, en fait, il ne faut pas parler de Lumumba. Lumumba, c'est comme un compère pour Desmond Tutu. C'est-à-dire, Lumumba, place-le dans un autre panthéon, mais actuellement, si vous voulez parler de disciples, et je crois qu'il y en a, je crois peut-être naïvement, mais je crois qu'il y a des Desmond Tutu, des gens capables de dire les choses franchement, mais surtout des gens capables de mettre... Il s'agit des questions d'intérêt national. J'espère et je compte, sinon j'en ai peut-être un devant moi.
Pascal Oronje, Desmond Tutu, qu'est-ce que vous gardez de lui? Est-ce qu'on peut parler de Desmond Tutu en République démocratique du Congo? Oui, mais parce que... Vis-à-vis de son combat, voilà. Vous savez, le combat de la République démocratique du Congo avait engagé à son temps, sur centre, vous savez, avec les Maloula. Maloula a été au fourré au fleuve pour combattre l'indépendance. Maloula a été au moulin pour qu'il s'oppose à tous ceux qui s'engageaient contre la dictature en République démocratique du Congo, surtout contre les autres à l'époque. Il a été chassé même du pays. Et donc, ce n'est pas que la République démocratique du Congo n'a pas eu des gens comme lui. Et d'ailleurs, je peux plutôt dire qu'il a copié l'exemple de Maloula. Et encore que c'est l'évêque, ce sont des catholiques, c'est le combat de l'Église catholique face à la mauvaise gestion, au regard de l'intérêt qu'ils portent souvent sur la communauté. Et donc, nous avons connu ça. La plupart, et sinon je veux dire la totalité des cardinaux qui sont passés et ont démontré effectivement l'engagement du combat. En Afrique du Sud, ça a été le cas, avec une certaine particularité telle qu'il fallait maintenant connaître une mutation. On est parti de l'époque où il y avait ségrégation, il y avait séparation des tendances, il y avait séparation des peaux, il était à la base pour qu'on trouve solution. Mais aujourd'hui, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient à l'époque. C'est comme ça que son image a été trop marquée. Mais sinon, en République démocratique du Congo également, on a eu des gens qui se sont battus, parfois de plus que lui. Voilà, alors au-delà de tout ce qu'il a fait dans la lutte contre l'apartheid, Desmond Tutu a quand même été pour le mariage homosexuel. Sur ce point-là, Pascal? Bon, chacun peut avoir son appréciation. Les idées des uns et des autres peuvent se rencontrer, peuvent se croiser, peuvent s'opposer. Tout dépend maintenant de la discursivité qu'on porte sur la société. Ça veut dire la lecture qu'on porte sur la société et surtout à l'évolution des choses également. Alors à ce moment-là, je ne peux pas juger, moi, la perception de quelqu'un. Ça, c'est de son point de vue. Mais substantiellement, sinon globalement, ce qui est plus intéressant à ce stade, c'est d'apprécier le combat de l'homme. Effectivement, c'est parmi les gens qui se sont battus pour son peuple, pour sa population, pour ses citoyens. Et de ce point de vue, il mérite vraiment des égards de notre part avec beaucoup de respect. Alors merci Pascal. Nous rentrons en République démocratique du Congo, cette fois-ci à Béni, où le sang a coulé le 25 décembre, le jour de la Noël. Attentat terroriste. Mike Gardi, quelle lecture vous inspire cet énième attentat? Ce n'était pas le seul, hein, ce jour-là de la Noël, bien que les yeux sont plus focalisés sur cette attaque. Je ne pense pas que les événements qui se sont déroulés à Béni le jour de Noël soient des éléments qui peuvent inspirer quoi que ce soit. Je crois qu'à ce stade ici, en tant que citoyen, le premier sentiment, le premier réflexe qui me vient, c'est de pouvoir d'abord compatir avec cette population. Vous savez, c'est pourquoi je suis en train de dire aux gens, depuis un certain moment, on peut émettre des réflexions sur la question de Béni, sur la question de l'Est, mais quand on vit la peur depuis plus de 2 décennies, quand on vit dans l'incertitude du lendemain, quand on ne sait pas de quoi est fait les heures qui suivent, croyez-moi, la paix est un précieux sésame. C'est là où je dis encore une fois de plus, le fait que ça arrive au niveau de pendant la fête de Noël, nous prouve à suffisance que derrière, il y a tout un agenda. Aujourd'hui, les gens pensent que la question de l'Est est devenue une question presque culturelle, les gens se sont habitués avec, mais croyez-moi, la guerre de l'Est derrière, il y a plusieurs enjeux. Mais actuellement, je crois, et j'ai l'habitude de le dire, c'est que dans le contexte actuel, l'enjeu a été un peu rehaussé. Pourquoi? À chaque fois qu'on arrive on s'approche des échéances électorales, généralement la question de l'Est connaît des résurgences, à plusieurs volets. Si, dans le contexte, c'est également un moyen de pression pour cette fameuse communauté internationale qui, depuis un certain moment, j'ai relégué en 3e position parce que je crois que la grande responsabilité, c'est nous-mêmes d'abord. Mais il y a également les questions au niveau interne des acteurs politiques qui, malheureusement, continuent à servir de lit à ces gens qui viennent commettre des affres sur le sol congolais. Le fait de pouvoir perpétrer une attaque pendant le fête de Noël était un message clair pour nous dire que, généralement, on ne connaîtra pas la paix, juste parce qu'il y a un groupe de gens qui pensent que leurs intérêts sont mis à mal, mais aussi parce que, pour pouvoir vendre une image assez presque déplorable de la situation congolaise, parce que depuis un certain moment, on est en état de siège, ça veut dire que donner l'image
d'un état des sièges ont d'un mécanisme assez fragile qui jusqu'à aujourd'hui ne porterait pas ses fruits. Ça, c'est l'image que les gens veulent montrer. Cependant, j'ai l'habitude... C'est pas la réalité, c'est-à-dire que l'état des sièges est là, les forces ougandaises sont là, mais la situation des faits qui sont empirées. Il y a une différence entre la vérité de fait et la vérité dans son sens originel. C'est-à-dire, dans la vérité de fait, c'est que si on y va, vous verrez que le sentiment est partagé. Je ne veux pas ici faire taire les avis des gens qui le pensent ainsi, mais le problème, c'est que la question de l'Est, avant de pouvoir définir un bilan, avant de pouvoir établir les résultats dans une action, commencez par définir la nature et le contexte de la chose. Quand nous considérons le contexte de la guerre de l'Est, croyez-moi, c'est pas un élément dont le bilan doit s'établir juste par le fait qu'on a passé Noël sans attentat, mais la question est bien au-delà de ça. C'est-à-dire, c'est une question. J'aime pas être redondant. Une guerre assez asymétrique qui a atteint une dimension communautaire où la plupart des protagonistes se reposent sur le conflit communautaire pour pouvoir opposer les uns aux autres. Dans ces oppositions entre les différentes communautés, les gens tirent leurs dividendes et finalement donnent une certaine ampleur à cette question de l'Est. Aujourd'hui, l'État est allé dans l'idée de pouvoir instaurer un état des sièges pour en finir définitivement. Quand on s'est rendu compte que dans la stratégie, pendant que nous on pilonne les positions ici, ces mouvements rebelles, notamment le ZADF qui est en tête d'affiche, trouve ces retranchements également sur le sol ougandais. Quelle est la meilleure façon de pouvoir contraindre ces gens-là et de pouvoir en finir définitivement? C'est mutualiser les forces. Pourquoi? Quand on le fait de deux sens, ça nous permet de pouvoir, cette fois-là, peut-être pas par théorie d'encerclement, en finir et en découdre définitivement sans qu'on ait des résurgences dans les jours à venir. Mais croyez-moi, ces mouvements rebelles-là, c'est vrai, les gens peuvent dire en termes de nombre, en termes de quantité, en termes d'effectifs, c'est peut-être pas autant que l'armée congolaise et l'armée ougandaise, mais croyez-moi, quand on fait face à l'ennemi qui a dans son sein une force supplémentaire que nous on n'a pas, ça veut dire la capacité à pouvoir mobiliser les jeunes, la capacité à pouvoir enrôler régulièrement et quotidiennement parce que de jeunes intègrent ces mouvements rebelles pour plusieurs raisons. D'autres viennent pour des raisons de sécurité. Ça veut dire que j'ai vu une zone d'insécurité, c'est un peu comme à Kinshasa. Quand je vis dans un quartier où il y a trop de Kuluna, la meilleure façon de sécuriser les miens, c'est d'être membre d'un gang pour pouvoir bénéficier de la protection. Les autres, c'est pour des raisons de modèle économique. Quand on le fait, on va vendre à prix presque basse, le minerai et autres, ça nous permet de gagner un peu dans ces chaos généralisés pour pouvoir survenir aux besoins. Ça veut dire que c'est une guerre qui a plusieurs dimensions. Actuellement, je crois que je veux vous avouer une chose. La méthodologie choisie par le chef de l'État, comme beaucoup de Congolais, nous, on ne le comprend pas. Moi, je suis partisan de ceux qui estiment que la meilleure façon de négocier, la meilleure façon de pouvoir revenir autour d'une table sur la question de la guerre de l'Est, c'est de prouver notre capacité de dissuasion. Ça veut dire que mener une contre-offensive, c'est-à-dire des très grande envergure. Prouver à suffisance que nous méritons notre place. C'est pas des très grandes envergures. Nous méritons notre place dans le top 10 des armées en Afrique. Mais le chef de l'État, lui, qui peut être le mieux informé que nous, a choisi la politique soft, est allé dans cette politique de bon voisinage. Je peux comprendre. Parce que l'approche, c'est-à-dire régionale, doit être en harmonie avec sa politique extérieure et son approche internationale. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a mis beaucoup d'efforts dans sa diplomatie soft, dans les retours de la RDC, dans les relations bilatérales. Est-ce que cette approche-là corrobore avec l'idée de quelqu'un qui peut aller de manière belliqueuse, aller faire la guerre? Je ne sais pas. Je peux le comprendre un peu, mais moi j'ai un autre avis. Mais malheureusement, aujourd'hui, la question de la guerre de l'Est, ce qu'on peut faire maintenant, c'est de ne pas mettre encore de l'huile dans le feu, compatir avec la population de l'Est et faire comprendre aux Congolais, nous qui sommes ici à Kinshasa, que cette question-là, il est beau de pouvoir émettre des avis, il est beau de pouvoir donner ses analyses, mais quand on ne vit pas cette situation-là, quand un être humain vit le stress au quotidien, quand on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans les heures qui suivent, la paix n'a pas de prix. Et c'est pourquoi je demande ici la main sur le cœur à l'armée. C'est vrai, on connaît tous les soubresauts qu'il y a dans cette question. Nous connaissons tous l'avis populaire des Congolais sur la mutualisation de forces. Mais l'armée n'est pas là pour faire ce que la population. L'armée est contrainte au résultat. Tant que la paix peut arriver à ces niveaux-là et que cette paix-là ne nous emmènera pas encore beaucoup plus de problèmes qu'on en a résolus, ils auront le soutien de tous les Congolais. Mais cependant, il y a lieu de pouvoir corriger vite parce que cette situation dure depuis trop longtemps et on en a sincèrement marre.
il faut qu'on permette cette fois-ci à la population de l'Est, à la population de Béni, de pouvoir revivre, de pouvoir rentrer en symbiose avec la population congolaise. Et ça ne peut arriver que lorsqu'il y a la paix, lorsqu'il y a un cadre de vie propice et lorsqu'on peut parler le même langage et jouir de la même manière. Merci Magardi, Pascal Oronji, avec cet énième attentat à Béni, et malgré l'état des sièges, malgré la présence de militaires ougandais, faudrait-il changer les stratégies face à l'ampleur de l'attentat? On voit un kamikaze devant un restaurant, il a été empêché d'entrer par les vigiles et du coup il déclenche la bombe. Non, les stratégies sont changées à chaque instant, de jour au jour. C'est pas aujourd'hui qu'on va parler du changement de stratégie. La preuve, c'est que pas longtemps, et on parlait ici, et ça continue d'ailleurs, l'état de siège. Et après, on parle de la mutualisation des forces. Ce sont des stratégies qu'on est en train de monter. Mais pour certaines, ça pour tient cette pas. histoire, cette question de l'Est, avec beaucoup de tueries, qui date de très longtemps. Je m'en souviens à l'époque, je reçois Daniel Monante va sur mon plateau, je reçois Norbert Yambaya va sur mon plateau, je crois que c'était en 2015, 2016, il pleurait sur mon plateau. Et c'est simplement parce que lorsqu'on montrait les images où on égorgeait les enfants, en tout cas, ils étaient en train de pleurer. Mais c'est quoi le problème en réalité? Comme m'a dit très objectivement Diana, le problème c'est qu'ici, nous sommes également les premiers responsables, nous Congolais, nous responsables. Et c'est nous qui avions géré le pays. Ceux-là qui ont géré le pays depuis un certain moment, il y a eu une politique de déportement. Et il s'est fait que les responsables, les vrais responsables des Congolais, qui devraient mener cette opération d'intelligence à la partie est de notre pays, ont été déportés vers l'ouest. Les incapables, sinon ceux qui avaient une nationalité pratiquement un peu douteuse, ont été maintenant amenés à l'est. Là, vous parlez des militaires. Ce qui a facilité les infiltrations. Okay. Ces infiltrations ne se sont pas limitées simplement à intégrer ou sinon à entrer à la République démocratique du Congo, mais ça a facilité également à intégrer certaines structures de l'État, entre autres l'armée, entre autres la police, entre autres la DGM, entre autres la NER, ainsi de suite. Et voilà, ça a fragilisé effectivement l'État. C'est comme ça qu'on parlait depuis un certain moment. Il n'y a pas la force de l'État à l'intérieur. Simplement parce qu'on a fragilisé l'État. Et donc, c'est nous qui sommes responsables. Voilà pourquoi je dis l'effort, sinon les efforts qui sont fournis au jour d'aujourd'hui. Parce qu'on a tenté par des voies normales depuis tous ces temps, avec une bonne administration, on n'a pas pu sécuriser correctement les Congolais. Peut-être parce qu'on parlait de la complicité, comme je vous le dis ici. Mais il faut maintenant qu'on mette au premier plan les militaires. Et c'est comme ça qu'on a décrété l'état de siège. Le militaire est gouverneur, le militaire est responsable, le militaire est administratif, ainsi de suite. Et on gère le pays, on gère la province, on gère la partie, on regarde comment ça va évoluer. On a observé, ça c'est la première observation, on s'est rendu compte que le problème continue. Les adeptes dont on parle ici, la provenance c'est l'Ouganda. Ils viennent de l'Ouganda, les Ougandais eux-mêmes les connaissent, les modes d'opération, et on a estimé pour la deuxième phase qu'il fallait maintenant mutualiser les forces pour les traquer. Nous sommes allés à l'Ouganda, on s'est entendu, allez, maintenant il faut les traquer, on a mutualisé les forces. Aujourd'hui, on constate les attentats. Est-ce que c'est parce qu'ils sont au bout de leur stratégie? Est-ce qu'ils sont au bout de leur manière d'opérer par le passé qui commencent maintenant à poser certains actes? Je dis, ça peut être possible. Mais ce qui est plus important ici, que les efforts soient multipliés. S'il y a possibilité de les multiplier davantage pour qu'on voit comment sécuriser nos frères et sœurs de l'Est, je pense que ce serait une bonne chose. Ceux-là ont beaucoup souffert depuis tous ces temps. Ce qui est encore déplorable, c'est que dans ces groupes-là, vous trouverez les jeunes de la même contrée qui sont là, qui tuent leurs propres frères et sœurs parfois. Et alors à ce moment-là, ça devient difficile. Et il faut ici, en même temps, appeler à la population de pouvoir correctement collaborer et avec la police, et avec les services de sécurité, et avec l'armée. De façon que, lorsque vous vous rendez compte que votre voisin, son fils est impliqué, n'est-ce pas, dans un comportement inadmissible dans la société, vous serez à mesure de le dénoncer pour que les services fassent correctement leur travail. Quand vous ne le faites pas, demain c'est vous qui allez payer le prix. Et voilà, c'est un appel. Moi je pense que la population doit faire ce travail pour qu'ensemble avec les services qui gèrent l'État, une force soit constituée de façon à voir comment traquer ces gens. Mais la solution ne sera pas trouvée de jour au lendemain. Moi je pense que ça nécessite encore du temps.
Parce que quand vous regardez, depuis que ces gens se sont installés à l'Est, depuis qu'ils ont commencé maintenant à tuer, à massacrer, et depuis que nous n'avons pas été sérieux, n'est-ce pas, dans la réflexion de comment trouver solution à cette question, ça nécessite encore aujourd'hui un peu du temps pour qu'on trouve une solution. Sinon, je pense que nous devons quelle solution est efficace au-delà de tout ce que vous venez de dire là? Le confrère vous parlait ici, le chef de l'État est suffisamment informé, il sait ce qu'il peut, c'est le citoyen le plus informé. Les militaires au front, ils ont toutes les informations possibles. Les services de sécurité travaillent, ils ont les informations. Chaque jour, ils ont des informations au fil du temps, parce qu'avec ces informations, ils pourront maintenant modifier des stratégies. Alors, ce n'est pas à nous, à partir de Kinshasa ici, estimer une quelconque solution qui sera plus efficace. On analyse, peut-être il faut renforcer la diplomatie, il faut le dialogue. Il faut éviter qu'on ait une analyse peu objective, peu sérieuse, parce qu'on n'est pas sur le terrain, on ne connaît pas les réalités. Ceux qui sont sur le terrain, ceux qui ont toutes les informations possibles, ceux qui vivent ce qui se passe, sont mieux placés pour nous proposer ce qu'il faut pour la solution. Mais sinon, à notre niveau, nous nous limitons à déplorer, n'est-ce pas, et à rappeler également aux services de sécurité et à l'armée et à la police, ainsi de suite, leur mission de pouvoir sécuriser non seulement les frontières de notre pays, mais les personnes et leurs biens. Alors Mike Gardi, il y a des questionnements autour de ces attentats. Comment expliquer dans une région en état de siège que les gens puissent se retrouver à 7 heures, se regrouper dans un restaurant, un bar, dans une région en plein état de siège? C'est une question très pertinente, mais le problème c'est que être dans un état de siège ne veut pas dire détruire tout ce qui peut être comme dynamique de vie. Je m'imagine ici, Madame Gisèle, le gouverneur militaire décide de prendre une décision fermant le bar pendant les festivités de fin d'année. Vous savez ce qu'on aurait dit ici? Non, mais c'est déjà qui n'ont plus presque de vie, déjà qu'ils vivent la stupeur au quotidien, est-ce qu'on ne peut pas leur permettre de prendre leur verre, malheureusement? Vous savez, ça fait partie des réflexions. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, les nations qui vivent de plein fouet le terrorisme, malgré les précautions qu'ils prennent, malgré tout le budget qu'ils mettent dans l'armée, ils arrivent quand même, tant soit peu, à connaître quelques problèmes. Ce que les gens oublient, c'est que quand on parle des questions des ADF maintenant, nous ne sommes plus en face d'un simple groupe armé. Nous sommes en face d'un groupe terroriste. Or, quand on parle du terrorisme, croyez-moi, c'est généralement des groupes avec autant de ramifications. Aujourd'hui, posons-nous la question, quel est l'intérêt du califat? Parce qu'on dit ils sont de l'État islamique. Je peux comprendre la guerre de ceux d'État islamique au niveau des États-Unis à cause de leur caractère impérialiste et des affres qu'ils ont subies dans leurs nations respectives. Mais quel est le rôle de la RDC dans tout ça? Est-ce que les gens ignorent que l'économie des guerres existe? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on doit considérer que nous avons sur notre terre une guerre ou encore un groupe terroriste, c'est pour des raisons d'ordre économique. C'est pour des raisons d'ordre économique. C'est-à-dire qu'ils se servent de nous, aujourd'hui considérés comme étant une réserve mondiale, autant que de manière diplomatique, les autres nations, les grandes puissances arrivent, les États-Unis, la Chine, la France, la communauté européenne, autant eux aussi, parce que les gens ne savent pas quand on parle du terrorisme, c'est des gens qui vont dans la dynamique d'un proton-État. Un État qui, certes, n'a peut-être pas un sol ferme et délimité par le sol, mais qui peuvent créer quelques groupes en sorte comme un peu des États vassals, mais qui revendiquent un califat. Et aujourd'hui, ils fonctionnent comme des États. Les gens ne le savent pas. Ils ont des ministres selon les différents secteurs. Regardez la composition, la structuration du groupe État islamiste. Vous vous rendez compte qu'il y a des spécialités. Et heureusement, ou malheureusement si vous voulez, les gens qui sont nommés à ces postes-là, c'est des gens intellectuels qui ont étudié, qui ont de l'intelligence comme nous. Ça veut dire qu'après réflexion, ils se disent, bon écoutez, si aujourd'hui le pétrole de la Libye peut poser autant de problèmes, on peut trouver d'autres ressources. À mon humble avis, je crois qu'il n'y a pas une autre raison qui peut permettre la présence d'un groupe terroriste sur le sol congolais en dehors de ces dynamiques économiques. Je ne pense pas, moi, aujourd'hui, en dehors de la dynamique économique, quelle est la justification d'un groupe terroriste sur le sol nigérien, si ce n'est le pétrole, après la débandade au niveau de... après la chute presque de la Libye. Vous comprenez? Et aujourd'hui, nous, on doit intégrer ces données-là. Ça veut dire que quand on va dans les réflexions de l'État, il faudra qu'on mette ensemble nos intelligences pour réfléchir sur cette donne-là. On a en face de nous des gens... Comment faire face à cette dynamique? Justement, comment faire face à ça? Je crois. La seule chose que je trouvais de positif, c'est que
Je m'étais réjoui quand on m'a dit on a ramené vers le sol congolais des commandos américains pour pouvoir former les militaires congolais. Vous savez pourquoi? S'il y a une nation jusqu'à aujourd'hui qui est en pôle position, qui fait face régulièrement et quotidiennement aux stratégies terroristes, c'est les États-Unis, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et qui de mieux pour pouvoir partager l'expérience qu'ils ont avec le Congolais? Mais la question que je me demande, c'est que où en sommes-nous? Qu'avons-nous fait? Cette formation. Oui, je sais. Je ne suis pas quelqu'un qui qualifie les infractions avant les actes, mais le doute méthodique, moi, ça fait partie de mes principes de vie. Je me dis, bon, après, où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'on fait? Même si j'ai presque à 40% la réponse, je me dis, la question que tu poses, tu la poses à l'armée. C'est-à-dire, c'est la grande muette qui n'est pas obligée d'étaler à la place publique ses stratégies et ses différentes dynamiques. Maintenant, il faudra attendre. En tant qu'historien du présent, je ferai de mon mieux pour pouvoir creuser et trouver, et je veux trouver. Et quand je vais trouver, je reviendrai donner des réponses. Mais à ce stade, ici, la question du terrorisme, j'ai l'impression que nous, on est resté encore dans la dimension archaïque. Il faudra qu'on l'intègre dans notre stratégie, non seulement militaire, mais dans notre stratégie d'intelligence, parce que la guerre de l'Est, je le répète encore, c'est une trilogie. Tant qu'on n'aura pas une police de proximité efficace dans cette contrée, pour commencer par préserver la vie, parce que la MONUSCO est presque démissionnaire, elle ne le fait pas. Tant qu'on n'aura pas à recréer un cadre de vie qui peut redonner de l'espoir et rétablir le lien entre justement ces services de l'État et la population, qui est mieux placé pour donner des informations viables qui peuvent faciliter la traque, tant qu'on n'aura pas cette fois-là, au front, une stratégie belliqueuse très efficace, on ne saura pas venir à bout de cette guerre-là. Parce que cette guerre-là est devenue presque endémique. Elle s'est tellement ancrée. Et aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs, plusieurs enjeux qu'il faut déchiffrer les uns après les autres pour finalement arriver à bout. Mais dans tout ça, le plus grand problème, c'est que je reste droit sur mes bottes. À mon humble avis, ici, la puissance de feu nous permettra de franchir un bon palier. Pour que les gens qui aujourd'hui font cette... En fait, on les appelle les hypocrites, mais moi je crois que dans les rapports entre États, il ne faudra pas attendre la bonne foi du Rwanda, il ne faudra pas non plus attendre la bonne foi de l'Ouganda. Ici, notre capacité dissuasive nous fera franchir un très grand palier, cette fois-là pour pouvoir aller également dans ces dynamiques-là, mais je crois peut-être naïvement qu'on finira par y arriver, mais jusque-là, il y a encore des questions qui se passent dans ma tête. Il y a encore des questions qui se passent à la tête, Pascal. Avant de prendre le sujet de la tournée du chef de l'État, vous ajoutez un mot par rapport à ça? Oui, j'ajoute quelque chose parce que nous sommes nous-mêmes les vrais responsables de ce qui se passe aussi à l'Est. Parce qu'à chaque fois, lorsqu'il y a des cas comme ça à l'Est, souvent il y a des déclarations à partir de Kinshasa ici, nous, et surtout les députés, ainsi de suite. Dernièrement, vous avez suivi comment on essayait de jouer avec le mental des Congolais, effectivement, à Goma. On nous faisait croire qu'il y avait la présence de la police rwandaise parce qu'on aurait signé l'accord avec le Rwanda. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut encore dire qu'il a vu un policier rwandais sur le sol congolais? Et ça a créé une tension. Et ça, c'est les Congolais. Et ça, c'est ceux qui n'aiment pas le Congo. On est responsable. Beaucoup sont responsables. Je m'en souviens même à l'époque que le président Mbosso dit que parmi les députés ici, nombreux sont ceux-là qui ne veulent pas que la guerre prenne fin à l'Est. J'avais suivi aussi quelques jours après, il y a un groupe de députés de l'Est qui ont fait une déclaration souhaitant que l'état de siège prenne fin. Et le jour suivant, il y a eu des massacres. Et vous comprenez qu'ils sont responsables. Nous-mêmes, nous sommes responsables souvent de ce qui se passe à l'Est. Alors, curieusement, Pascal, comme venait de dire Marc Gardy, la MONUSCO est démissionnaire, il faut renforcer nos forces armées. Mais curieusement, cette attaque s'est produite au moment où il y a des présidents irréguliers à l'Est, où il est allé encourager ces troupes qui sont dans la MONUSCO. Vous savez, tout Congolais sérieux ne manquera pas à observer l'inefficacité de la MONUSCO. Franchement, ça c'est une réalité. On a renouvelé encore. Parce que lorsqu'on on avait accepté que la MONUSCO vienne, l'intention première était de nous faciliter la paix. Aujourd'hui, autant d'années après, je ne sais pas si nous avons la paix. Au contraire, la situation s'est aggravée. À partir du moment où la situation s'est aggravée, on doit s'interroger sur la présence et l'importance de la présence de la MONUSCO sur le sol congolais. Ça, c'est une réalité. Parce qu'avec le nombre d'hommes que possède la MONUSCO et avec autant de matériel que possède la MONUSCO, le travail serait correctement fait et peut-être aujourd'hui,
on parlerait d'autres choses, d'autres situations. Mais lorsque nous constatons que parfois ces massacres-là se produisent à 2 mètres du siège de la MONUSCO, et nous devons nous permettre de nous poser la question, est-ce que la MONUSCO réellement travaille pour l'intérêt des Congolais? Ça, c'est évident. Je crois que moi, de mon point de vue, je constate que la MONUSCO ne facilite pas la tâche. Et peut-être qu'on risque de tenter à croire à ce que la population de l'Est, à un certain moment, l'accusait d'être complice. Moi, je ne l'accuse pas d'être complice, mais je constate simplement qu'elle ne nous facilite pas la tâche. Ce que les Congolais attendaient de la MONUSCO, ce n'est pas ce qu'ils vont. Merci Pascal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ont tourné dans le Grand Kasaï, plein discours. C'est donc le débat autour de cette tournée du chef de l'État. Mais tout d'abord, tout ce qui est la logistique, tout ce qui a entouré ces déplacements du chef, semble-t-il. Il y a la délégation qui a manqué de lieu où passer la nuit, pas d'hôtel, problème de route. Tout c'est là, Pascal, commentaire. Donc il faut commencer par recadrer parce que nous avions eu des informations comme quoi le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, sécurité, a passé nuit chez un membre de l'UDPS. Non, ça c'est faux. C'est une fausse information. Il s'agit ici de la 3e personnalité du pays, en d'autres termes. Mais il n'y a pas d'hôtel là-bas, c'est tout à fait normal. Je vais arriver, 2e personnalité du gouvernement. Avant qu'il se déplace, il y a une équipe d'avance qui précède son déplacement et qui arrive, qui prend toutes les dispositions possibles. Lorsqu'il arrive, c'est résolu. On ne peut pas imaginer que cette équipe n'est pas descendue et il est parti comme ça. Non, ça a été planifié, tout était correctement fait. Ce qu'il faut reconnaître, en substance, c'est que je parle dans la logique de l'ancienne configuration. On avait 2 provinces, le Kasaï oriental et le Kasaï occidental. Ces 2 provinces ont connu des problèmes depuis l'époque de Mobutu, l'époque de Mosé Kabila, l'époque de Kabila. Pourquoi? Parce que simplement, Tshisekedi faisait l'opposition. Parce que Tshisekedi faisait l'opposition, Mobutu n'a pas facilité les choses au Kasaï. Parce que Tshisekedi faisait l'opposition, Mosé Kabila n'a pas facilité les choses au Kasaï. On dira ça aussi de Kabila n'a pas facilité à l'Équateur. Parce que Tshisekedi faisait l'opposition, Kabila, fils ici, n'a pas facilité les choses au Kasaï. Quand vous arrivez pratiquement dans tous les territoires du Kasaï, ce qui va vous rester, c'est les armes aux yeux. Parce que rien du tout, rien en termes d'infrastructure, rien du tout. Trouver une route asphaltée, c'est tout un problème. Trouver une école correctement réhabilitée, c'est tout un problème. Trouver une maison correctement construite par l'État, c'est tout un problème. Mais Pascal, qui font tous ces hommes d'affaires, tous ces ministres Kasaï? Je parle de l'État. Kassaïen, ouais. Le ministre, s'il va construire, il va construire pour lui, mais le plan d'action du gouvernement dépend du gouvernement. Ça doit être acté par le gouvernement. Ce n'est pas parce que vous êtes ministre que vous allez construire pour l'État. Non, vous allez construire pour vous. L'État n'a rien fait depuis tous ces temps, simplement parce que ça a été considéré comme une province de l'opposition. Vous devez vous en souvenir même quand Félix faisait la campagne la fois passée. Pour qu'il atterrisse à Kananga, pour qu'il atterrisse à Mbujimaï, les anciens gouverneurs qui étaient avec Joseph hier, aujourd'hui, ils se sont transformés en tshisekedistes, refusaient l'atterrissage de l'avion. C'est comme ça que les choses se passaient. Et donc, au jour d'aujourd'hui, quand vous arrivez à Mbujimaï, effectivement, il n'y a pas d'hôtel. Les conditions sont très difficiles. Quitter Mbujimaï pour d'autres entités à l'intérieur, c'est du casse-tête. Simplement parce qu'il n'y a pas de route. Ça sont des évidences. Aujourd'hui, il est plus que temps de pouvoir maintenant casser son Félix, casser cette barrière, trouver un autre paradigme, dire qu'on est Congo, autant ailleurs, on a trouvé solution à travers les constructions, autant les provinces qui ont fait l'opposition hier, et d'ailleurs c'est une mauvaise perception, appréhension, devront maintenant également aussi trouver, n'est-ce pas, les bonnes conditions de réhabilitation pour que les gens y vivent normalement. Et voilà, le chef s'est déplacé, il a effectué son déplacement, il a été à Mbujimaï, il est allé à Kabiagamanga, il a été à Mupompa,
Et je crois que d'ici quelques jours, il sera à Kananga, il sera également à Losambo Sankuru chez moi. Et c'est là encore, c'est pire. Quand il arrive au Sankuru, il se rendra compte que rien n'a été fait. Là, c'est pire encore, parce que depuis qu'il est au pouvoir, on n'a pas eu un gouverneur. Avec Stéphane Mukumadi, depuis tout ce temps, rien n'a été fait. Lui-même n'avait pas un gouvernement, il ne travaillait pas correctement, et c'est ce qui a excès de par sa déchéance. C'est lui qui le remplace, n'est qu'un intérimaire, à peine deux mois. Et donc, tout est encore délabré. Il va tout refaire. Je sais que ce ne sera pas facile. Mais en combien de temps, parce que son mandat, 3 ans déjà, il n'a pas le choix que de le faire. Parce que le Sankuru, c'est dans la province du Kassai oriental. Je suis dans l'ancienne configuration. C'est dans la province du Kassai oriental. Aujourd'hui, Sankuru devient une province, peu importe le temps, parce que... 3 ans passés, ça reste une année et demie, il faut voir également comment il a eu le pouvoir. Et son alliance avec son alliance avec le FCC l'a pas facilité. Il a fallu maintenant créer sa majorité personnelle ou propre. Il a eu sa majorité. Et c'est juste après quelques temps, je crois une année après qu'il ait obtenu la majorité, c'est comme ça qu'il s'est déployé pour trouver solution. Pour ça, il faut dire bravo, il faut l'encourager. Mais on ne peut pas réfléchir seulement sur le temps que de ne rien faire. Il faut commencer par faire, poser les actes, n'est-ce pas, pour que les travaux, dans une année, on peut... Nous allons arriver au discours des propos du chef d'État, le temps de voir la pensée qui a entouré ce voyage. On peut réaliser beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut en même temps aussi reconnaître, c'est que beaucoup de collaborateurs ne l'aident pas. Les collaborateurs du chef de l'État, nombreux, ne l'aident pas. Il a de belles idées. Il a beaucoup parlé en tant qu'opposant, n'est-ce pas? Mais il faudrait maintenant que ceux qui l'accompagnent proviennent du combat en même temps pour qu'ils comprennent ce que lui veut. Lorsque vous avez des gens qui l'accompagnent, qui l'agglutinent, venant de l'autre camp que lui combattait hier, ils n'auront pas la même perception des choses. Et à ce moment-là, on peut même se retrouver dans une contradiction, n'est-ce pas, de l'approche. Et la conséquence, c'est qu'il aurait voulu ça, et les choses ne vont pas se réaliser simplement parce que cette personne-là ne comprend pas ce que le chef dit. Merci, voilà pourquoi Pascal. nous plaidons pour que le chef ait une bonne équipe, de bons collaborateurs qui pourront correctement accompagner sa vision. C'est pas trop tard. Mike Gardi, nous parlons d'abord de ce qui a entouré ce voyage. Nous avons vu les plaintes de la population, que Félix Tshisekedi Moussala donne-nous du travail. Il y a même un qui a demandé à ce que Félix lui-même puisse partager l'argent chaque parcelle. On sent que vraiment sa province natale est par terre. À quoi dois-je répondre? Le contour du voyage ou le problème du Kassai? Je vais tenter de faire le deux. Vous savez, est-ce qu'au-delà de données empiriques et historiques que Pascal Owonger a évoquées, c'est que le Kassai aujourd'hui, on ne peut pas se voiler la face, est l'une des provinces restées à la traîne. Pourtant, au regard de son potentiel, c'est une province qui devrait prendre notamment comment dirais-je, qui devrait être à la pole position, sinon titiller le Katanga et les autres. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas ignorer le fait que Mobutu, c'est pas question de Mobutu, je vais revenir. Sociologiquement, c'est que dans les premiers pas de la vie politique de la République démocratique du Congo, on liait toujours la personne à ses origines. Et jusqu'à aujourd'hui, cette théorie existe encore en politique, c'est qu'il ne faut pas donner autant de moyens à ton opposant au risque de te détruire. Mais est-ce une bonne politique? Ce n'est pas à moi d'établir un jugement sur les dynamiques politiques. Mais je me rends compte que finalement, oui, le fait que cette province a longtemps porté à sa tête des gens qui ont contredit, des gens qui se sont opposés aux différents régimes, a fini par recevoir des effets pervers, justement de ce que faisait le leader. Mais actuellement, je crois que depuis quelques années, la dynamique est qu'on devrait impulser les développements au niveau de la base. Mais le problème du Kassai actuellement est un problème, un peu comme partout en République démocratique du Congo, un problème d'homme. Vous savez pourquoi je parle d'un problème d'homme? Je suis conscient que cette province, en termes de répartition de richesses, ce n'est pas une province qui en a autant. Je suis conscient que la province du Kassai ne produit presque plus à ce jour ici. Je suis conscient que la province du Kassai est presque à la ramasse. Mais le problème, c'est que
qui a la tête pour pouvoir redresser? Il ne faudra pas oublier une chose. On peut indexer le chef de l'État, mais dans l'esprit, dans l'orthodoxie de la Constitution actuellement, le développement d'une province est d'abord l'apanage du gouvernement provincial. L'État a une responsabilité parce que dans son rôle des distributeurs de richesses, pêche parce que jusqu'à aujourd'hui la caisse des péréquations ne fonctionne pas. Cette caisse devrait nous permettre de pouvoir établir un équilibre. C'est-à-dire prendre un tout petit peu aux provinces riches pour pouvoir soutenir les provinces dites pauvres, parce que moi je vous dis qu'en RDC il n'y a pas de province pauvre. Chaque province a des richesses capables de faire d'elle une province assez particulière et assez développée. C'est justement ces mécanismes-là que jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais compris pourquoi ils ne marchent pas. Deuxièmement, parce que quand on regarde les deux grandes valeurs différentielles, les valeurs différentielles de la République démocratique du Congo, l'agriculture et l'énergie. C'est vrai, on peut dire que le Kasaï, il y a un sol argileux et puis autre. Mais c'est aussi une province, il ne faut pas l'oublier, à vocation agricole. Au-delà de ses mines. Il ne faudra pas que c'est une province qui est en pole position parmi les 3 premières provinces producteurs de maïs. Il ne faudra pas oublier. C'est-à-dire qu'il y a autant de problèmes parce que les questions de développement de province, on peut vouloir jeter la baie de cochon sur le pouvoir central, mais revenons dans le fondement, dans la vérité de choses. Et je compare généralement la province du Kasaï à la province de l'Équateur, c'est que ce sont les 2 plus grandes provinces qui, historiquement, devraient porter le poids de la République, mais à cause de la politicocentrisme de la vie de la province, les choses se sont détruites. Quand vous allez en Équateur, vous trouverez toujours des poches de pouvoir où tel est leader dans son coin, tel leader dans son coin. Conflictualité comme pas possible. Et dans ça, la crise d'homme vient comme une cerise sur le gâteau s'ajouter. On peut tout dire de ça. Je veux revenir sur le pouvoir central. Il a une responsabilité. Mais d'abord, que font les autochtones, que font les gens internes, que font les gens qui ont constitutionnellement le premier devoir de pouvoir redresser la République? Quelles sont leurs faiblesses et quelles sont leurs forces? Je ne pense pas qu'à ce stade ici, quelqu'un pourra répondre. Maintenant, revenons sur la question du pouvoir. Est-ce une bonne stratégie? Je ne sais pas. Mais je me rends compte que dans le chef de l'État, il s'était dit, bon écoutez, quand on regarde la cartographie, surtout sortant du processus électoral, ça, c'est pas un secret pour eux. Les gens pensent que quand on le dit, c'est question de tribalisme. Ce n'est pas question de tribalisme. Le Congo est une mosaïque où même la vie politique, l'historicité politique de la RDC dépend également des origines des gens. Les partis politiques que nous connaissons sont nés des mouvements socio-culturels. Du coup, ce sont les premières bases des leaders politiques. Ça, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas se mentir. Deuxièmement, parce qu'aujourd'hui, c'est une image très caricaturale que les gens mettent en avant. Admettons que Félix arrive et puis il dit, bon, je commence par le Kasaï. Les gens diront, ah, tu vois, il commence chez lui, il a préféré ses frères. Déjà que la phrase, vous êtes mon sang, les gens ont pris mal. J'aimerais dire, oh, bah, heureusement qu'on va y arriver. Donc, vous vous rendez compte qu'actuellement, est-ce une stratégie? Je ne sais pas juger sa stratégie, mais je pense ici qu'il faut faire quelque chose vite pour le Kasaï. Quand les gens commencent à demander de l'argent, cette province-là, je ne suis pas allé, je n'ai jamais mis le pied. Réputé des hommes d'affaires riches, diamanteurs... Vous me rejoignez, oui. Le conflit et la politicocentrisme dans la vie a fini par détruire. C'est-à-dire, celui-là est riche, l'autre est riche, l'autre est riche, l'autre est riche. Au lieu de pouvoir se mettre ensemble pour le développement de la province, c'est des conflits. Chacun entretient un groupuscule de jeunes et de gens de son quartier, quelques gens de son sang. Finalement, ils s'entretuent et aujourd'hui, il n'y a plus personne. Le conflit n'arrange jamais. Les conflits tuent. Et ça, les gens, malheureusement, ne veulent pas le dire. Tous les hommes d'affaires, les mécènes ici, provenaient de là. L'État, tout cas, c'est vous si vous voulez, je vous en cite. Même dans le football. Aujourd'hui, où sont-ils? Être leader ne veut pas dire prendre l'ascendance et créer de groupuscules de gens, n'est pas aller en conflit. Il ne faudra pas confondre les films que vous regardez. Le monde des affaires est belliqueuse, mais généralement, ça reste sur papier, sur les affaires, pas dans la vie courante. Malheureusement, nous, Congolais, on confond souvent. Donc je crois que l'État a sa responsabilité, mais aussi il faut dire vrai aux gens du Kasaï. La grande responsabilité, c'est qu'aujourd'hui, si cette province se retrouve par terre, c'est à cause de ses dignes fils et filles. Félix Tshisekedi en est un, il ne faut pas se voiler la face. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il ne peut pas agir en tant que tel, parce qu'en tant que chef de l'État, il a le sens et les devoirs de l'équité.
C'est-à-dire que quand il faudra agir, il doit agir en tant que chef de l'État d'abord, pas en tant qu'office du Kasaï. Peut-être après sa vie de la présidence, il sera peut-être homme d'affaires, il reviendra peut-être. Alors je vais être avec vous, Mike Gardi, c'est déjà la pré-campagne. D'aucuns voient déjà la pré-campagne. Je dis que Tshisekedi, vous donnez-moi un deuxième mandat et une pré-campagne, comment je peux dire prématurée, alors qu'il n'est pas encore le temps de la campagne. Vous avez tout dit, vous l'avez compris. Et c'est pas nouveau. Dans la vie politique congolaise, la campagne commence toujours bien avant. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas que lui. Regardez, vous vous rendez compte que tous les acteurs sont au front. Et dans les éléments de langage, ce sont des éléments électoraux qui reviennent le plus souvent. Pourquoi? Parce qu'il faut reconnaître une chose. Dans tout le camp, aujourd'hui, dans le travail de fond, les cartes sont redistribuées. Félix Tshisekedi est parti aux élections de 2018 avec Kamere, un allié de taille. Aujourd'hui, il n'est pas sûr, c'est-à-dire rien ne certifie la fidélité des Kamere aux côtés de Félix Tshisekedi. Et vous vous rendez compte que l'autre bord, la Mouka, qui est presque en éclatement aussi, chacun veut repositionner et récupérer le carte. Et ça, il ne faut pas les reprocher aux hommes politiques. Actuellement, il faut aller à la conquête de la population. Il faut établir de nouveaux éléments de langage. Il faut établir de nouveaux liens. Il faut conquérir. Il faut établir ces éléments et il faut s'imposer dans le temps. On ne peut rien dire. Si vous voulez, la réponse est très claire. C'est une forme de pré-campagne. Il y a Mouka qui dit qu'on utilise l'argent de l'État pour faire sa campagne. Qu'est-ce que vous répondez à Prince Epeng? Quand il dit on utilise l'argent de l'État pour faire sa campagne, je ne sais pas quelle dimension il se situe. Parce que quand il parle de la campagne, nous connaissons tous dans la forme comment se déroule une campagne. Mais là, il n'y va pas en tant qu'acteur politique, même si c'est un argument secondaire, mais il va en tant que chef de l'État. Après avoir presque visité les 4 coins du globe, aujourd'hui, les gens lui ont reproché d'être trop externe qu'interne. Maintenant qu'il décide de le faire, il y va en tant que chef de l'État. Ça n'a rien à voir. Félix Tshisekedi n'a pas distribué de l'argent pour dire votez-moi. Il a simplement évoqué cet élément-là, autant que les autres le disent, en sourdine et en public, mais de manière directe. Je crois qu'à ce stade ici, je n'ai pas vu Félix Tshisekedi distribuer de l'argent, distribuer Polo avec un élément de langage. Mais cependant, il faudrait reconnaître une chose. Mais ces déplacements, c'est de l'argent. Oui, les déplacements, c'était de l'argent. C'était pour des raisons d'ordre étatique. C'était pas pour des raisons. C'est pas le candidat président de la République qui y est allé, mais c'est le président de la République et c'est dans ses devoirs régaliens. Maintenant, je demande une seule chose. Le chef de l'État doit comprendre une chose. Autant je l'ai dit dans son discours devant l'État de la Nation. Les coups de gueule ne sont pas des éléments de taille dans les discours d'un chef de l'État. Il lui faut des storytellers, des gens qui savent juger de la pertinence de mots et des phrases selon le contexte. Là, vous entrez déjà dans les discours. Malheureusement, il y pêche beaucoup. Il n'a pas de storytellers qualifiés. Malheureusement, dans ses discours, dans ses éléments de langage, on lui laisse dire certaines choses sans tenir compte du contexte et de l'esprit de la phrase, mais aussi de la culture de gens qui l'écoutent. Ça, il faut qu'il le change vite. Alors, le discours, puisque Mike l'a déjà évoqué, vous êtes innocent, donnez-moi un deuxième mandat, j'ai pas pu faire ça parce que j'étais à l'Union africaine, parce que les FCC m'est bloqué. C'est en tout cas ce discours-là qui fait débat, Pascal. Non, mais c'est la première fois qu'il s'est rendu, je veux dire, chez lui. On ne peut pas ne pas avoir un chez lui. Et il doit expliquer effectivement à sa base naturelle, ce qu'il a connu depuis qu'il est président de la République, qu'il n'a pas vu. Et ce n'est pas son premier voyage, il ne s'est pas rendu. Là, je réponds d'ailleurs indirectement à la Mouka, il ne s'est pas rendu pour la première fois, enfin, directement à l'espace du Grand Kasaï. Il a été à l'espace du Grand Katanga, où il était avec Fifi, la gouverneure, à Lualaba. Il était à l'est du pays. Et là, on n'a pas parlé de dépenses de frais de l'État. Mais lorsqu'il se rend au Kasaï, on veut créer un débat inutile. Non. Ce n'est pas pertinent un tel débat. Même lorsqu'on évoque le sang en question. Oui, nous sommes une république, on est obligé d'être ensemble, mais cela n'empêche pas que j'ai une identité. La preuve, c'est que quand nous prenons ce que nous avons comme identité, nous commençons par décliner le nom, post-nom, province d'origine, ainsi de suite. Pourquoi nous faisons ça? Sinon, ça frustre les autres. On se limiterait à dire nom, post-nom et nationalité congolaise, c'est tout. Pourquoi on met la province? Faire comme le Rwanda. On ne peut pas ne pas reconnaître qu'il est de la province telle. Ce qui est vrai. Ça c'est ses origines. La preuve, c'est que quand il arrive là, il a ses oncles,
la façon dont il va échanger avec ses oncles, ce n'est pas de la même façon qu'il va échanger avec tout autre Congolais, même s'il est président de la République. La façon dont il va échanger avec ses cousins, ce n'est pas de la même façon qu'il va échanger avec tout Congolais, parce que simplement il est... Non, il y a une certaine particularité. Vous ne pouvez pas le nier, ses origines. Quand il arrive, il peut manger à la main. C'est chez lui. Ça arrive. Et donc, on est président de la République, on le devient, n'est-ce pas? Mais le devenant, il est d'abord quelqu'un, n'est-ce pas, d'une certaine provenance. Ça, c'est évident. Alors, l'assemblage de nos différentes provenances fait que nous constituons une république. Mais cela ne peut pas effacer mes origines. À chaque fois quand je parle, on sait m'identifier que celui-là, son expression, sa tonalité, n'est-ce pas, son inflexion, il provient probablement là, vous de tel point. vous ne pouvez pas le dire. Le chef de l'État, avant tout, c'est un être. Être chef de l'État, c'est juste un mandat. Cela ne l'enlève rien. Être parent, par exemple, parce qu'il y a ce qu'on appelle les statuts. Il y a les statuts manifestes et les statuts latents. Vous savez ça? Quand il est en famille avec sa femme, il n'est pas président de la République. Il est Félix Tshisekedi, mari de quelqu'un, père des enfants. Voyez-vous? Lorsqu'il sort de sa famille, il est président de la République. Là, il cesse d'être parent ou mari de quelqu'un. Lorsqu'il se retrouve dans son village et qu'il échange avec ces gens du village-là, ne les considérez pas comme président de la République à ce stade-là. Et quand il va quitter son statut manifeste, quand il va à ce quitter son stade-là, village ailleurs, il aura quel langage? son statut manifeste, c'est l'office de, c'est ainsi mon cousin, le neveu, ainsi de suite. Lorsqu'il quitte son petit cadre-là, il est président de la République. Et son statut manifeste d'hier, où il était parent, devient statut latent. C'est ainsi. Alors cette politique de victimisation, parce que j'étais à l'Union africaine, que je n'ai pas pu faire ça, FCC, ça sont les évidences. Ça continue. Ça sont les évidences. Parce qu'il n'a pas un bilan à présenter à ses frères, qu'il a connu ses langages. Comment vous pouvez dire qu'il n'a pas un bilan? C'est des questionnements, les gens s'interrogent. Je fais ça, et au lieu de dire que j'ai été bloqué, je fais ça. On dresse un bilan, nous allons nous exercer. Et vous vous rendrez compte que le travail a été fait. Avec vous, ici, depuis très longtemps, des années, depuis que vous avez commencé à présenter les émissions, Pascal, je connais son langage. Je vous démontrais que la priorité, si on voudrait changer ce pays, c'est nous focaliser sur l'encadrement de l'homme. Et l'encadrement de l'homme commence par la base. Et de la base, jusqu'à la fin des études universitaires, si c'est correctement encadré, et nous aurons des gens responsables. Une fois des gens responsables, leur comportement sera également conséquent, ce qui fera que les agir dans la société seront normales et nous aurons une bonne société. Par le passé, nous n'avions pas su, n'est-ce pas, prendre cet aspect des choses au sérieux, et la conséquence, c'est que nous avons des gens qui sont inconscients simplement parce que l'encadrement de la base a manqué. Mais au jour d'aujourd'hui, en venant au pouvoir, il met l'accent sur cet aspect. Mais curieusement, je constate aujourd'hui que les Congolais ne sont pas intériorisés, comprendre qu'il a touché le fond et nous devrions l'accompagner. Et nous avons été nous-mêmes les premiers à les combattre. La fois passée, je fais l'émission, il y a des parents qui m'appellent, mais nous ici, on n'est pas, les enfants ne vont pas à l'école et tout ça. Mais vous appelez encore pour demander que vos enfants aillent à l'école. Mais lorsque on s'impliquait pour la gratuité, vous ne saviez pas appuyer le chef de l'État pour dire ce qu'il fait là, c'est extraordinaire, c'est exceptionnel. Ça, c'est les Congolais. On peut réclamer une chose aujourd'hui, lorsqu'on résout le problème, lorsqu'on trouve solution à cette chose, et nous sommes les premiers à s'opposer encore à la solution. C'est pas une bonne approche, c'est pas une façon d'agir, je crois qu'on va changer. Donc ici, je pense que ce qu'il fait, c'est dans le cadre de son travail, autant qu'il est aujourd'hui au Kasaï, autant que demain il sera au Grand Équateur et ailleurs, parce qu'il s'agit, le père de la nation, il s'agit du président de la République. À chaque endroit, il aura des promesses à faire. Il ne peut pas ne pas promettre. Nous étions dans un trou. Je vous parlais du Kasaï, la province de l'espace. Les gens en ont marre de ces promesses. Non, mais toujours promesses. Nous sommes arrivés à la fin. Proposez maintenant. Parce qu'on dit, n'est-ce pas, l'essence précède l'existence. Il faut commencer par concevoir. Quand vous avez une réalisation sans conception, ce ne sera pas une bonne réalisation. Commencez d'abord par concevoir. Il faut avoir l'essence pour permettre l'existence. Et c'est ça qu'il fait. Et lorsqu'il ne promet pas, comment voulez-vous qu'il passe directement à l'action sans avoir la produire?
Alors, C'est on une termine contradiction. avec vous, Mike Gardi. Beaucoup voient de ce discours du chef de l'État Mbujimayi un aveu de chèque. Qu'est-ce que vous en dites? Un aveu de chèque. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas entré dedans. Moi également, il me reste beaucoup de choses au travers de la gorge dans l'action du chef de l'État. Mais il y a quand même un élément positif. C'est là où les gens, notamment vous traitez quelqu'un de pouvoir, c'est que quand on regarde l'évolution de choses, on doit reconnaître à Joseph Kabila le mérite d'avoir réunifié le pays alors qu'on était au bord de l'implosion. Après la réunification, c'est vers les années 2012. Jusqu'en 2014, on a connu le posement de fondements sur le plan économique, avec l'instauration et la stabilisation du cadre macroéconomique. Mais il y avait un seul problème. Les gens nous disaient, oui, je vais aller vite. Les gens nous disaient, non, malheureusement, on a un budget de 6 milliards, mais on en perd chaque année 15. Vous êtes, vous, Madame, Présidente de la République, quel serait le premier levier à toucher? Ça sera, c'est-à-dire, augmenter encore, donner le pouvoir aux patrouilles financières et au contrôle pour canaliser, enfin, de lutter contre le coulage de recettes. Ça, à mon humble avis, moi, c'est la première des choses, c'est-à-dire cette lecture-là, transversale. Moi qui me dis, en tout cas, là, il a vu juste. Mais après, il y a beaucoup de choses à faire. Mais connaissons une chose, le Congo est un État à reconstruire. Le premier des leviers, c'est qu'il faudra qu'on capitalise le peu de fonds qu'on a pour pouvoir se relancer vers le projet de développement. Maintenant, sur le projet de développement, je reviens sur ce que j'ai dit. Le chef de l'État doit comprendre une chose. Parmi ses prédécesseurs, tous n'ont pas échoué parce qu'ils n'étaient pas compétents. Beaucoup ont échoué à cause de ne pas avoir de gens capables d'accompagner des visions. Le Congo a un problème d'hommes. Comme quand il a décrété les histoires de l'état de droit, moi j'ai dit, cet état de droit va en pâtir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aller dans l'état de droit sans veiller sur la qualité des hommes qui vont dire le droit. Aujourd'hui, heureusement, on me donne raison. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut choisir. Et je lui demande, il faut changer les choses. Choisir les gens comme il se doit et convenablement. Sinon, il va se heurter encore une fois de plus et il n'a plus assez de temps. Voilà, merci Mike Gardi, Diana, merci Pascal Ronge, merci à vous fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision et de Radio Liberté Kinshasa. C'était le magazine Kiosque. Au prochain numéro, au revoir.